Amis confinés, contris, déconfis, bonsoir. Dernier volet normalement de cette trilogie, de cette tragicomédie en 3 actes, deuxième partie du 3e acte où on s'intéresse cette fois-ci au système capitaliste néolibéral à ce jour. Et aujourd'hui on va parler de la stratégie du choc. Voilà. Donc ce matin, là, je me suis aperçue qu'on commençait à voir des publications dans la presse nationale française de cette magnifique intervention de Bill Gates, hein, ce grand philanthrope avec sa fondation. Il est tellement généreux, Bill Gates, hein, qu'il a promis une vaccination générale. Mais il fallait vacciner mais toute la planète, là, tout le monde. Hein, voilà. Donc ça confirme ce que je disais hier. Voilà. Donc on est dans cette ambiance-là. Hein. Alors je ne sais pas comment tu vis cette crise du Covid-19 aujourd'hui, mais je pense que je ne t'apprends rien, puisque tu l'observes, que cette période de confinement obligatoire, assez dure hein, en France quand même, faut le dire, avec ce qui plane là, une obligation de porter des masques, nos feuilles de circulation, demain sans doute une obligation de vaccination pour tous, même si c'est complètement inutile, on s'en fout, c'est pas l'objectif. Tu comprends bien que là, on commence à perdre des libertés. Tu comprends bien que là, c'est notre système de liberté qui est menacé. Hein. Tu dois le sentir. Tu dois sentir quand même que quelque part, tu perds de la liberté là en ce moment avec cette période de confinement. Hein. Si tu le sens pas, tu as de la chance. Voilà. En tout cas, moi, je le sens. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ces vidéos parce que je me suis dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, pour reprendre, pour faire le lien avec hier et avec l'acte 2, hein, je te rappelle, l'acte 2, le crash financier qui s'annonce, etc. etc. Cette perte de liberté, on va la remettre dans son contexte, encore une fois, de ce qu'est le système capitaliste néolibéral. Voilà. Alors, petite mémoire. Bien. Rappelle-toi, la Grèce, je ne sais plus quelle année, 2013, 2012, 2014, bref, la Grèce est en faillite. Hein. Et à ce moment-là, on sait que les prochains sur la liste, ce seront soit l'Italie, soit l'Espagne, soit la France, on verra dans quel ordre, mais c'est ces 3 pays-là où les économies, elles sont un peu chancelantes, hein, c'est ce que j'expliquais dans une des vidéos précédentes. Donc ces pays-là, comme par hasard, tu regardes l'Italie, tu regardes la France, c'est comme par hasard les pays d'Europe où à mon sens, à mon humble avis, hein, où le confinement est le plus dur. Hein. Il est le plus dur. Et qu'est-ce qu'il y avait comme point commun entre l'Espagne, l'Italie et la France ces derniers mois et ces dernières années? Beaucoup de résistance, beaucoup d'opposition. En France, beaucoup de manifestations, lancement du mouvement des Gilets jaunes qui va prendre comme une traînée de poudre à travers le monde entier. Juste avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a le mouvement des Nuits debout qui déjà, bon ça c'était il y a quand même quelques années, mais c'était déjà un mouvement extrêmement intéressant hein, de réappropriation de l'espace, de la place publique et de la parole et de l'échange entre les gens et de l'esprit de contestation. Donc là, si tu veux, vu le contexte qui se présente avec ce crash boursier monumental hein, qui est annoncé, on le sait, depuis plusieurs années et à coup sûr depuis l'automne 2019, avec le climat social extrêmement difficile d'opposition en France depuis l'automne 2018, hein, avec le mouvement des Gilets jaunes, et puis après on a vu toutes les autres manifs, hein, c'était quand même assez prégnant. S'il y avait bien 2 pays à maîtriser, c'était bien l'Italie et la France. Hein. Donc en France, qu'est-ce que ça veut dire le crash boursier en France notamment, on va s'intéresser à la France encore aujourd'hui, mais c'est valable pour tous les autres pays. Crash boursier monumental, récession économique monumentale, il va y avoir énormément de manifestations, de résistance, peut-être d'émeutes, peut-être de guerre civile, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer, mais en tout cas il y a de la contestation, il faut la casser la contestation, il faut la casser avant qu'elle ne se propage. Donc la crise du Covid-19, hein, cette maladie inventée de toutes pièces, hein, je l'ai expliqué, j'espère l'avoir suffisamment clairement expliqué qu'il n'y a pas de maladie du Covid-19, hein, je le dis, je le répète, il y a un virus qui s'appelle, donc c'est la famille des coronavirus, cette famille-là s'appelle coronavirus, sa version mutante, parce que les virus mutent régulièrement, s'appelle le SRAS-CoV-2, et que ces virus, cette famille de virus des corona, est responsable chaque année entre 8 et 14%
à hauteur de 8 à 14% des populations de virus testées, il y en a 4 principales, aujourd'hui testées sur une centaine, qui sont responsables des maladies, des infections respiratoires dues des insuffisances respiratoires, dues aux infections virales saisonnières. Donc c'est un truc complètement normal, sauf que là on invente une maladie, ça s'appelle Covid-19, et toutes les insuffisances respiratoires saisonnières vont basculer sous cet intitulé-là, et puis on va créer une véritable psychose en promettant des tas de morts, un truc catastrophique. Voilà, ça c'était pour repréciser les choses. Bon, donc il faut écraser les résistances. Ok. Donc là, tu vois, les résistances, elles montent sur les réseaux sociaux, elles montent dans les esprits pour certains, mais c'est juste pour certains, parce que pour d'autres, ils vont demander des masques, des tests, enfin, ils vont aller droit dans le panneau. Hein. Il faut encore plus de confinement, encore plus de sécurité, encore plus de masques, encore plus de ceci. On ne fait plus marcher sa tête, là, on est dans sa peur. Hein. Et quand on est dans la peur, là, tu peux regarder, j'ai fait une vidéo déjà en octobre 2018, elle est en ligne sur ma chaîne YouTube, c'était une conférence, hein, c'était pas une vidéo, on a filmé ma conférence sur la stratégie du choc. En fait, déjà c'était un sujet, hein, elle s'intitule cette conférence Sortez de la peur, parce que déjà je sentais le truc en fait, dès l'automne 2018, je voyais très bien ce qui se passait, ce qui allait se passer de pire en pire, c'est-à-dire une manipulation des esprits, l'usage de la peur, parce que quand tu es dans la peur, ce n'est plus ton cortex qui prend la main, hein, au niveau cérébral, hein, ça c'est des neurosciences, hein, c'est ton cerveau limbique, ton cerveau qu'on appelle archaïque, d'accord ? Et ce cerveau limbique, c'est lui, son boulot, c'est gérer les situations de stress, et notamment la peur est une réponse à la situation dangereuse extérieure, perçue comme telle. Hein. Et pour notre cerveau limbique, que le danger soit réel ou imaginaire, ça ne change rien, il a les mêmes réponses. Il va traiter l'information de la même manière. Il ne fait pas le distinguo entre réel et imaginaire. Lui, c'est un cerveau de la survie. Alors on ne se pose pas la question, on réagit, il faut qu'on sauve notre peau. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, quand tu vas générer tout un climat, un conflit de peur, de terreur, tu regardes le JT, c'est que ça, que toute la presse ne vend que, pour la plupart, hein, la presse médiocre, hein, pas la bonne presse d'investigation bien sûr, mais la mauvaise presse de sensationnel, comme on dit, ne fonctionne que sur la peur, le sensationnel, le truc, ou le voyeurisme, enfin des trucs extrêmement bas, hein, ce qu'il y a de plus médiocre dans l'humanité, hein, on va dire. Hein. Mais parce que ça, c'est réactif, hein, voilà. Et on ne fait pas marcher notre tête pendant ce temps-là. Voilà. Donc j'avais fait cette conférence, tu regarderas éventuellement à l'occasion si ça t'intéresse, où j'explique comment ça fonctionne, la peur sur notre corps, qu'est-ce que ça va générer, et comme symptôme, et comme réellement dans la réalité. Du coup, on part de quelque chose qui est totalement imaginaire et virtuel, mais on arrive à un résultat qui est complètement concret. Alors là, pour le coup, c'est concret. Voilà. Donc, ce qui se passe en France à ce moment-là, c'est qu'il y a effectivement énormément de contestations, et or, il faut absolument que ce gouvernement qu'on a au pouvoir, qui est vraiment un gouvernement ultra-libéral, hein, c'était clair depuis le début, il puisse remplir ses missions. Et ses missions, c'est quoi ? Et ben, sa mission, pour moi, ça c'est ma vision des choses, hein, c'est de continuer l'œuvre de ce qui a été entrepris en 1994, avec la signature des accords de Marrakech, qui ont donné lieu à la signature de l'accord général sur du commerce des services, et la création de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Hein. Donc, signature en 1994 de l'AGCS, un énorme pavé de plusieurs milliers de pages que personne n'a lu. Hein. Les mecs qui ont signé, ils n'ont pas lu. Michael Moore, à l'époque, il avait fait un documentaire assez sympa sur ce sujet-là. Il les avait interviewés pour leur demander s'ils avaient bien lu ça, puis ils n'avaient rien lu. C'est impossible de lire un truc aussi complexe. Dans l'AGCS, donc la France a signé l'AGCS en 1994, donc c'est la libéralisation de tous les services. Voilà. La France avait mis un bémol parce qu'en France, le peuple français est très attaché à son service public, et notamment l'éducation, la santé, la sécurité. Voilà. Donc ça passait pas, cette pilule. Hein. Depuis très longtemps, la France, depuis 1994, donc les Français défendent ces secteurs-là, et les gouvernements successifs ont toujours promis que ça ne serait jamais privatisé, que ça c'était vraiment du service public et qu'on allait le défendre. Ok, bon, mais Macron c'est une autre dimension, hein. C'est vraiment, c'est Smith, hein. Si tu regardes Matrix, c'est Smith, hein, Macron un peu, hein. C'est un peu ce personnage-là. Et
Là, il faut, enfin Macron, c'est une marionnette, hein, on va même pas parler de lui parce que c'est vraiment un fantoche, hein, c'est un pauvre mec qui a été mis là, enfin, pauvre mec, c'est au sens négatif du terme dans ma bouche, hein, pas au sens apitoiement. Euh, et là, si tu veux, grâce à cette crise de Covid-19, ce confinement, ce nombre de mesures restrictives permanentes, et puis cette instabilité, hein, tu vois, on t'annonce pas tout de suite le 16 mars que tu vas être confiné jusqu'au 30 mai, tu vois, ça aurait pu être possible pour que tout le monde s'organise. Non, non, on te le fait par petites touches. C'est-à-dire qu'on utilise de la violence psychologique, hein, j'appelle ça de la violence psychologique, on met les personnes âgées dans les EHPAD, on les isole complètement, les familles n'ont plus le droit d'aller les voir, enfin c'est un truc de malade, là on est chez les grands pathos, hein, les grands psychopathes, hein. Tout ça c'est de la violence, et la violence psychologique elle détruit les gens, elle les déstabilise, elle les panique, tu rajoutes là-dessus la peur de mourir, ils vont mourir d'une pandémie monumentale, on va tous mourir, il y en a dans ce pays, ils croient qu'on va tous mourir, hein, que c'est la fin du monde, hein, avec ce Covid-19, hein. Donc tu crées un tel climat de stress, hein, tu joues sur les organismes, sur la pensée, sur les cerveaux, et ça va te permettre de placer deux, trois choses. Et je reprends mon AGCS, hein, mon accord général des services. Tu vas pouvoir commencer à habituer le peuple français à faire de l'éducation à la maison avec les outils internet, etc. L'éducation à distance, hein, voilà, l'instruction à distance. Tu vas pouvoir commencer à pointer du doigt effectivement la fragilité ou l'inefficacité du secteur de la santé et de l'hôpital public, hein, dont tu as coupé régulièrement les budgets et que tu as allègrement déstructuré en mettant à chaque fois à la tête souvent de ces hôpitaux soit des cabinets d'audit financiers qui vont, comme à Limoges, hein, le CHU de Limoges, il y a eu, c'est un cabinet d'audit financier qui a mis en place toute une bonne stratégie de finance, hein, voilà, et évidemment c'est aux dépens du bien-être, de la santé et de l'humain, hein. On va déshumaniser progressivement l'hôpital public, donc effectivement on va en faire un truc qui au bout d'un moment ça ressemble plus à rien, hein, c'est l'objectif. Donc progressivement, une petite crise comme ça montre l'engorgement, l'inefficacité, le bazar, le truc, le machin, et ça va préparer aussi les esprits, aller éventuellement vers du privé, hein, voilà. Et puis ensuite il y a la sécurité, tu vois, Macron, là, le gouvernement, ils ont commandé plein de drones, hein, c'est pas une société publique, hein, qui fabrique des drones, hein. Là ça va être une captation d'argent public pour des boîtes privées qui vont vendre de la sécurité, hein. Ce qu'ils cherchent depuis longtemps, parce que l'Organisation mondiale du commerce est un peu impatiente que la France, elle, mette un peu sur le marché ces trois grands secteurs que sont la sécurité, la santé et l'éducation. Voilà. Donc comme on ne va jamais d'un point A à un point B, on n'amène pas le peuple d'un point A à un point B, en tout cas pas en France, en ligne directe, il faut tracer on va tracer des bords, hein, comme on dit en navigation, hein. Donc ils vont tracer des bords. Le Covid-19, ça permet de tracer des bords. Voilà, on commence à s'habituer là, à faire ses courses au drive, par exemple, et puis avoir comme ça de moins en moins de caissières, de moins en moins de gens, hein. Puis parce que c'est la sécurité, tu vois, moins tu vois de gens, mieux c'est, enfin, c'est plus de la sécurité. Ah là, t'es en sécurité, tu vois. Et pareil pour l'éducation, on s'habitue à voir nos enfants donc être devant un ordinateur, être complètement autonomes. D'ailleurs, ça se passe très bien, moi le mien il est ravi, hein. J'ai rien à dire là-dessus, les profs travaillent à distance, ok. Mais qu'est-ce que ça amène derrière? Voilà, on peut se poser plein de questions. En tout cas, ça ouvre un certain nombre de portes. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de la GCS, pour remettre la crise du Covid-19 aussi, toujours pareil, dans qu'est-ce qui se passe en France et dans le monde depuis des années et des années, comprendre comment notre système fonctionne. Voilà. C'est-à-dire prendre un maximum de recul pour avoir une vue d'ensemble la plus vaste possible. Et non pas focaliser sur le masque, le Covid-19, le nombre de morts aujourd'hui. Si tu regardes ça le nez dans le guidon, tu ne vois rien, tu n'as pas la possibilité de penser. Tu es dans ta peur, hein, et donc tu n'es pas dans ta réflexion et dans ton analyse. Donc on prend du recul. Donc, dans ma conférence Sortez de la peur en octobre 2018, j'ai cité la stratégie de la peur, la stratégie du choc de Naomi Klein, je crois bien, et en tout cas j'ai cité Milton Friedman, ça c'est clair, hein. Et j'avais, en introduction de cette conférence, je dis alors je me suis plantée sur le nom du présentateur JT que je citais, hein. J'ai parlé de Jean-Pierre Pernaut, en fait c'était pas Jean-Pierre Pernaut auquel je faisais référence, c'était Roger Giquel. Roger Giquel, ça devait être, c'est dans un sketch de Coluche, mais ça devait être à l'époque peut-être
faire du petit Grégory. Bref, Roger Giquel, mémorable, nous annonçant, nous disant dans les yeux, la France a peur. Hein, grand animateur du JT de TF1 à l'époque. Donc je reprenais cette phrase-là, je demandais qu'est-ce qu'il y a comme parallèle entre la psychosomatique humaine, la stratégie de la peur, Roger Giquel, là je disais Jean-Pierre Pernaut, je m'étais plantée, et Milton Friedman. Eh bien, il y a la peur en commun avec ces trois personnes, enfin ces trois entités, on va dire. Hein. La peur, elle va agir insidieusement. Et Milton Friedman, il l'a compris depuis bien longtemps. Alors, je suis contente parce que j'ai vu un YouTuber qui est vachement bien, hein, qui a fait une petite vidéo, je te mettrai ça en lien. Alors le YouTuber, il a sa chaîne YouTube, ça s'appelle Partager, c'est sympa, sans doute tu le connais. Il a fait une vidéo qui s'appelle Après le Covid-19, la stratégie du choc. Et il cite notamment Milton Friedman, il reprend les arguments que je prenais dans ma conférence en 2018, hein, on a les mêmes connexions. Hein. Voilà, donc sa vidéo, elle tarde de mars-avril 2020, elle est récente. Et je vais te lire, j'ai noté la citation qu'il donne de Milton Friedman. Écoute ça. Seule une crise réelle ou imposée peut produire des changements. Lorsqu'elle se produit, les mesures à prendre dépendent des idées alors en vigueur. Trouver des solutions, alors telle est, me semble-t-il, notre véritable fonction. Trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les entretenir jusqu'à ce que des notions politiquement impossibles deviennent politiquement inévitables. Ah, bah voilà qui est intéressant. Milton Friedman, 1984. Et 1984, George Orwell. Tu vois ce qui est écrit là, hein? War is peace. Hein? Freedom is slavery. Ok? And ignorance is strength. Ok? On est là-dedans. Hein? On est dans la guerre. Nous sommes en guerre. On est là-dedans, on n'a plus de liberté là. Hein. On est là-dedans, dans slavery. Hein. Tu peux plus sortir, il faut que tu justifies, tu peux plus bosser, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être confiné, tu peux plus aller voir ta famille, tu peux plus voir tes mômes, tes parents ils sont tout seuls et ils dépriment tout seuls, ils ne voient personne, c'est d'une violence absolue pour les personnes âgées, hein, c'est absolument lamentable, et on est dans l'ignorance crasse là, on est en train de perdre des neurones. Hein. Donc on est là-dedans, 1984, Milton Friedman. Voilà, c'est la déclaration de Milton Friedman. Donc Milton Friedman, il a étudié de très près tout ce qui pouvait mettre les peuples, les individus et les peuples d'une façon générale. Hein, donc il a travaillé au niveau individuel, mais également il a fait des modélisations sur des groupes, hein, pour voir comment les violences psychologiques, comment l'agression et la violence psychologique pouvaient amener une certaine malléabilité psychologique des personnes pour qu'elles aillent là où on veut les emmener, avec un système capitaliste ultralibéral. Milton Friedman, c'est de l'ultralibéral, hein, c'est l'école des Chicago Boys. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, on est à grande échelle, hein, on est dans cette histoire-là. Hein. Je remercie Partager, c'est sympa, d'avoir fait cette super petite vidéo. Le crash boursier, qu'est-ce qui se passe? Il va entraîner une récession monumentale, et notamment, il risque d'entraîner une capitalisation de l'argent des épargnants par l'État. Alors ça, c'est Olivier Delamarche qui nous en parle, avec dans une petite, donc toujours dans une vidéo qu'il a faite pour Contrepoint, cette fois-ci, le 27 août 2017. Hein, ça date aussi, c'est pour ça que je te dis que cette crise, elle sort pas du chapeau. Hein. Si prétendument ce gouvernement a l'air dépassé, c'est juste pour moi, c'est une comédie, c'est une farce sinistre et funèbre. Ils avaient parfaitement, si tu veux, s'ils avaient été prêts, ça passait pas, l'histoire de la pandémie. Hein, mais parce que l'OMS, en 2017, il l'a dit aux États, il va y avoir des pandémies. Enfin, ils sont déjà là-dessus depuis 2017 sur le site de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ils ont déjà prévu le truc. Hein. Et donc, si notre État français est prétendument démuni de masques, de trucs, de gants et tout ça, non, c'est pas du tout parce qu'ils sont nuls. Alors,
Alors, ils sont nuls, hein, on est d'accord, c'est des nuls. Mais se situe la limite entre la stupidité et la corruption? On ne sait jamais, en fait. Hein, c'est un mélange des deux. La frontière, on ne sait jamais à partir de quand on passe d'un secteur à l'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'est complètement volontaire. Parce que si tout avait été organisé, calculé, on ne pouvait pas dire qu'on avait été pris de court. Là, il y a vraiment un effet de panique qui, d'une part, prouve cette espèce de bonne foi médiocre du gouvernement. Oh, qu'est-ce qu'ils sont maladroits. Oui, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils ont les armes, ils ont le pouvoir, ils ont les flics, ils ont l'armée, ils ont les magistrats, ils ont tout, si tu veux. Ils ont les tracasseries bureaucratiques, ils ont tout. C'est eux qui ont les pleins pouvoirs. Voilà. Hein. Et puis, surtout, ils vont ça crée des électrochocs pour les gens. Hein. C'est une violence psychologique, c'est un électrochoc, c'est de la maltraitance généralisée pour tout un peuple. Voilà, hein, de créer cette espèce d'instabilité. On n'a pas de masque, il faut des masques, mais il n'y a pas de masque, il faut des masques. Les gens, ils vont focaliser là-dessus, et pendant ce temps-là, ils ne réfléchissent pas. Hein. Voilà. Donc, Olivier Delamarche, qu'est-ce qu'il nous dit dans Contrepoint le 27 août 2017? Il nous dit il nous cite Mario Draghi. Alors, il le cite avec ses mots à lui, hein, Olivier Delamarche. Il va modifier vaguement, il va quand même modifier les mots de Mario Draghi. Mario Draghi, c'est l'ancien directeur. Là, il a terminé son mandat cet automne. Il est remplacé par Christine Lagarde. Hein. Voilà. Et donc, ancien directeur de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Donc, Olivier Delamarche lui fait dire, une fois qu'on aura épongé les contribuables, on va éponger les épargnants. C'est cette fameuse capitalisation de l'épargne des particuliers, des gens. Voilà. Donc, il y a eu déjà la loi Sapin. La loi Sapin, elle permettait à l'État de saisir, je te fais pas dans les détails, hein, de saisir les assurances vie au-dessus d'un certain montant, je crois que c'est 100 000 euros, pour les personnes qui gagnent plus de 1 992 euros par mois. Si j'ai bien compris, c'est un truc comme ça. Voilà. Et puis, il y avait une autre loi sous le coude, un projet de loi de l'Europe, hein, pour rendre... Ça, c'est un projet de loi qui date de 2017, mais j'ai pas trouvé d'informations concernant sa signature, donc a priori, il n'a pas encore été signé, tu vois. Il était un peu en suspens. Mais en 2017, ça par contre, c'est validé. Hein. Il y a eu un projet de loi de l'Europe pour rendre possible le gel des dépôts. Hein, c'est-à-dire que tu ne peux plus retirer ton fric. Hein. Le gel des dépôts pour que, éventuellement, ce soit une épargne disponible pour les États. Pour faire quoi? Pour rembourser de la dette. Pour financer le crash boursier. Toujours pareil. On va prendre l'argent des gens pour rembourser. Il ne faut pas que les gens ils retirent l'argent de la banque. Hein. 1929, je rappelle la crise de 1929, le crash boursier, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une panique générale, tous les gens sont venus retirer leur fric dans les banques. Et donc les banques, elles s'en sont retrouvées, il n'y a plus de liquidité, endettées, plus possible de rembourser les gens parce qu'il n'y avait pas d'argent. Voilà. Alors aujourd'hui, ce serait pire, puisque comme l'argent est devenu complètement virtuel, l'argent que tu as à la banque, en fait, on ne sait pas trop où il est. Tu vois. Et si tu veux le retirer, si tu veux retirer une certaine somme, ça va être compliqué. Voilà. Alors si tout le monde demain décide de retirer son fric, c'est pas possible. Voilà, les banques, elles n'ont pas cet argent en fait. Hein. C'est la réalité, elle est là. Hein. Donc il fallait prévoir le coup. Tu vois, en 2017 déjà, ils prévoient le coup. Ils disaient putain, il faut pas qu'ils sortent le fric là, ça va être catastrophique. Hein. Voilà. Donc oui, il faut. Alors petite annotation, en France, l'épargne privée elle représente 2000 milliards d'euros quand même. Hein. Donc c'est une manne hein, pour rembourser la dette. Hein. Ce serait une manne. Donc les États, ils pensent à ça aussi, tu vois. Donc il y a ce contexte-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit donc également Olivier Delamarche? Il nous dit que la Banque de France, elle vient de publier, alors ça date, c'est toujours 27 août 2017, hein, elle vient de publier l'endettement du secteur privé, et l'endettement du secteur privé, donc les entreprises et puis les ménages aussi, c'est 129,6% du PIB. Hein. Ça c'est notre endettement privé, l'ensemble des Français, nos PME, d'accord, TPE, PME, tout ce que tu veux. Hein. Donc il y a eu une augmentation de 34 points du PIB de cette dette en 10 ans. Hein. C'est-à-dire que le secteur privé s'endette de plus en plus. Les gens sont de plus en plus endettés. Et ça, c'est pas bon signe pour les banques. Hein. Je te rappelle, 2008, ça commence comme ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir rembourser leurs dettes? Non. Alors parce qu'ils ne peuvent plus pas rembourser leurs dettes, les gens auxquels on a prêté de l'argent, eh bien les banques deviennent non solvables. Voilà ce qui se passe. Hein. Bien. Donc la dette publique,
Elle est de 99% du PIB aujourd'hui en France. Hein. Voilà, donc en fait, on doit ce qu'on rentre. Il n'y a pas de croissance, ça n'existe pas, hein, tout ça, hein, de toute façon. Hein. Je vais te lire maintenant, je reviens sur la stratégie du choc. Hein. Je t'ai lu le truc de Milton Friedman, cette citation extrêmement intéressante hein, qui se trouve citée par Partager, c'est sympa. Hein. Maintenant, je vais te lire une phrase que cite dans l'excellent bouquin La stratégie du choc, un Naomi Klein, pour une fois que je cite une nana, hein, parce que tu as remarqué, il n'y a pas beaucoup de nanas, je cite essentiellement des hommes. Voilà. Donc, il y a cette phrase, Milton Friedman. Le capitalisme, prôné par l'école de Chicago, a effectivement un point commun avec d'autres idéologies dangereuses. La recherche d'une pureté inaccessible, d'une table rase à partir de laquelle bâtir une société modèle entièrement revue et corrigée. Plus loin, c'est écrit. Les partisans de la stratégie du choc, alors les partisans de la stratégie du choc, c'est les partisans de Milton Friedman, l'école des Chicago Boys et des ultralibéraux. Hein. Les partisans de la stratégie du choc croient fermement que seule une fracture radicale, comme, écoute, une inondation, une guerre, un attentat terroriste, mais on pourrait rajouter une pandémie, peut produire le genre de vastes pages blanches dont ils rêvent. C'est pendant les moments de grande malléabilité, ceux où nous sommes psychologiquement sans amarre et physiquement déplacés, alors là on n'est pas déplacés, on est confinés, mais c'est à peu près pareil, hein, que ces artistes du réel retroussent leurs manches et entreprennent de refaire le monde. On est dans ce contexte. Il faut savoir que Milton Friedman, ça a été le grand conseiller financier, enfin économique, ouais, de mecs comme Pinochet par exemple. Hein. Il aimait beaucoup les dictateurs, c'était parfait pour lui les dictatures, c'était génial puisque les gens obéissent. Quoi. La France, c'est pas un bon pays pour lui, hein. On est quand même un petit peu dissident hein, quand même. Hein. Voilà, alors je vais te relire après une autre citation. Ça c'est dans 1984, hein, c'est George Orwell. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. Revois Matrix, c'est repassé sur Netflix, on a tout regardé. Nous, on regarde beaucoup de science-fiction, les films de science-fiction nous éclairent sur la situation et sur où on en est dans nos sociétés. Le personnage de Smith, hein, qui est une espèce de chose vide, hein, comme Macron, hein, il remplit les gens de lui-même, hein, il se met dans l'autre et tout le monde se transforme en Smith. Ça, c'est du Friedman, ça. C'est du système capitaliste ultra-libéral. C'est du Bill Gates avec sa vaccination qui veut pour tout le monde. Et j'ai pas creusé le sujet, mais il semblerait qu'ils veulent une solution numérique ou un truc comme ça. Mais ça, j'ai pas creusé, je sais pas si c'est un hoax. Donc à prendre entre des pincettes. Hein. Voilà. Donc cette citation elle est très intéressante. Hein, voilà. Maintenant, je vais te parler d'autre chose. Alors comment ça se passe? Toute cette stratégie du choc, elle est importante aussi. Donc le choc, donc créer la malléabilité dans les têtes, hein, en utilisant notamment la peur. Voilà. Et on va utiliser du coup le verbe. Hein. Je te rappelle la Genèse, c'est dans la Genèse je pense. Hein. Au commencement était le verbe, et puis le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Quand on travaille en psycho, on utilise le verbe parce que le mot a une vibration qui élève ou qui abaisse le niveau vibratoire des gens, le niveau de conscience. Ça, c'est de la médecine quantique, c'est un peu compliqué. Éventuellement, je referai une conférence plus tard sur cette notion de qu'est-ce que la physique quantique, qu'est-ce que la médecine quantique. Hein. Voilà. Je termine, je ferme ma parenthèse. Mais, si tu veux, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, là n'est pas la question, parce que les mecs qui maîtrisent aujourd'hui, qui dominent ton monde, eux, ils savent de quoi on parle. C'est pour ça qu'ils utilisent des mots. Quand Macron, il utilise 7 fois le mot « nous sommes en guerre », c'est pas pour rien. Ça abaisse ton niveau vibratoire, il va créer un implant hypnotique. Il faut savoir en neurosciences, au niveau de ton cerveau, quand on te répète 3 fois une information et qu'elle est donnée par une autorité reconnue, président de la République, hein, c'est le chef du gouvernement, c'est une autorité reconnue, hein, ça va rentrer comme un virus informatique dans notre tête. Hein, donc c'est pas anecdotique tout ce qu'il fait. Voilà.
Donc il va utiliser, les hommes politiques utilisent depuis bien longtemps ce qu'on appelle la langue de bois, et ce que Orwell appelait la novlangue, qui a été récemment retraduit par Néo-Parler par la nouvelle traductrice de George Orwell. Et ça reprend, moi je fais un parallèle avec ce que Hannah Arendt a étudié et qu'on appelait l'Amtssprache. C'était la langue utilisée, mise en place notamment par Adolf Eichmann dans le système nazi, qui est en fait une façon, c'est un verbiage fonctionnaire, de fonctionnaire. Voilà. Et ça ressemble beaucoup à la novlangue. On est dans ce type de vocabulaire. Tu regardes les politiques, la façon dont parle Emmanuel Macron, enfin personne parle comme ça dans la vie réelle. Il n'y a que les robots qui parlent comme ça. Et ça nous choque même pas, tu vois. Enfin moi ça me choque, moi je ne supporte pas ce genre de discours. Mais si tout le monde était comme moi, personne n'écouterait. Moi j'ai écouté son premier discours à Supreme Leader, et puis celui qui a eu lundi, je ne l'ai pas écouté, ça ne m'intéresse pas ce que ce mec-là a dit et comment il parle. Mais Hannah Arendt, qui était une grande philosophe juive allemande réfugiée aux États-Unis, elle a écrit un bouquin qui s'appelle La banalité du mal, où elle a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête, comment ça se construit un système nazi. Est-ce que les gens qui vont basculer dans le nazisme, ils sont vraiment méchants? Est-ce que c'est vraiment des méchants? Et elle a expliqué qu'elle avait été extrêmement surprise par Adolf Eichmann, qui était un haut dignitaire allemand nazi, parce qu'en fait, elle s'attendait à un vilain très très méchant, mais pas du tout. Elle dit c'est un médiocre petit fonctionnaire. Et là, elle a été franchement... Alors, elle a été très très critiquée, Hannah Arendt, parce que elle a été très critiquée parce que ça dérange d'entendre ça. Parce qu'on croit vraiment que le nazisme, le fascisme, c'est l'autre, où il faut avoir un certain profil et que nous, on ne le sera jamais. Mais en fait, il y a en chacun de nous, il y a du fascisme, il y a du nazisme. Je t'invite à regarder si tu peux le trouver. Il y a un documentaire Vipassana. Les Vipassana, c'est une pratique de méditation. Il y a un documentaire extrêmement intéressant qui retranscrit l'expérience Vipassana, donc de méditation collective, dans la plus grande prison d'Inde. Et il y a dans ce documentaire donc la directrice de cette prison, c'est une femme qui est directrice de la prison, qui est une femme extraordinaire et remarquable. Et elle explique à ses gardiens, aux gardiens de prison, elle leur explique, elle dit, vous savez, alors c'est les plus grands criminels, c'est de très hauts criminels qui sont dans cette prison, ils leur ont fait cette expérience de méditation qui a transformé les individus et les relations dans la prison. Voilà, donc je dis ça parce que on pourrait avoir des gouvernements positifs, mais non, on a vraiment des gens qui vont au contraire nous amener vers le bas, pas vers le haut. Et elle explique donc à son staff à la prison, elle dit, vous savez, ne les méprisez pas, les criminels que vous avez là. C'est pas parce qu'ils sont enfermés qu'ils sont pires, entre guillemets, que vous. Elle dit, vous savez, entre eux et nous, la différence se situe à l'échelle de l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Cette femme, elle est extrêmement lumineuse et remplie d'humanisme. Et c'est ça la situation. C'est exactement ce que dit Hannah Arendt. Le nazi, c'est pas un vilain monsieur méchant. C'est un pauvre mec en fait. C'est un conformiste. C'est un normatif. Il obéit. Et d'obéissance en obéissance, comme le montre l'expérience de Milgram, la plupart des individus vont être amenés, vont aller là où on leur dit d'aller, parce qu'ils sont bien formatés. Voilà. Et je vais te citer un autre bouquin qui est très intéressant, que j'ai lu il y a des années. Alors je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais je me souviens de son titre. C'est un bouquin qui s'appelle Des hommes ordinaires, d'un historien britannique qui s'appelle Christopher Browning. Et donc son bouquin c'est Des hommes ordinaires. Il a fait une étude sur le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne. C'est un bouquin qui date de 1992. Et lui, qu'est-ce qu'il a montré, lui, scientifiquement? C'est un historien, il parle d'archives. Il montre que les gars qui vont aller massacrer dans les villages polonais des familles entières, des vieillards, des enfants juifs, c'est des médecins, des ouvriers, des petits artisans, des gens lambda, Des gens lambda, ils n'ont jamais commis de crime, ils ne sont pas pires que les autres. Et il explique qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, pas du tout. On leur a proposé de le faire, très peu ont refusé.
très peu ont refusé. Donc tout ça, c'est grâce à la novlangue, la Amtssprache, la langue de bois, à tout un tas de discours pervers toxiques, pandémie Covid-19, risques, morts, taux de morbidité, nombre de morts aujourd'hui, toute cette ambiance d'un vocabulaire qui va affaiblir l'intellect. Et c'est ce qui explique, donc c'est ce qui est expliqué par rapport à la Amtssprache. Qu'est-ce qu'elle explique Hannah Arendt? Elle va expliquer que l'usage de clichés de langage va diminuer la conscience d'exact, que ces expressions toutes faites qui sont utilisées mécaniquement, elles empêchent l'imagination, elles entraînent une incapacité à être affectée par ce que l'on fait, et la personne se drapant dans un aspect complètement banal, se drapant dans un aspect complètement banal, elles entretiennent l'absence de pensée. Tu pourras regarder à ce sujet, il y a Franck Lepage qui a publié un article qui s'appelle Novlangue, Covid-19, l'ami des puissants, l'ami des dominants, point d'interrogation. Il y a également une interview de Franck Lepage sur ce sujet-là sur YouTube, elle est très intéressante. Il raconte en gros la même chose, voilà. Donc ça empêche de réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en France? Maréchal, nous voilà. On est de retour à Vichy. Il commence à y avoir de la délation. Il y a même une mairesse en Essonne qui a fait passer un courrier pour ses administrés, comme on dit, ses administrés, j'adore ce mot, évidemment, qu'ils n'hésitent pas à dénoncer les voisins. On y est. L'extraordinaire banalité du mal, elle est en train de se mettre en place. Dans cette ambiance générale de mascarade, de mensonges, de propagande, de mystification de Covid-19, Milton Friedman, prix Nobel d'économie quand même, merci les Nobel, ça c'est une super institution, il doit se retourner dans sa tombe, il doit être ravi. Voilà. Bien. Pour terminer, pour terminer, je vais te citer le bouquin, donc Une autre fin du monde est possible, dont je te parlais dans la première partie de cet acte 3. Les trois auteurs nous expliquent qu'il y a une absolue nécessité de devenir des citoyens libres et responsables, car par l'accroissement du niveau de conscience et le développement personnel. C'est ce qu'ils appellent la collapsosophie. C'est ce qu'on fait en kinésiologie. Moi, je fais de la kinésiologie libre, mais il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a un vrai mouvement aujourd'hui de recherche, d'aspiration. Enfin, il y avait, je ne sais pas ce qui va en rester de ce mouvement avec cette affaire-là, mais c'est ça l'objectif. C'est notre dernière marge de manœuvre. Nos corps sont confinés. Il ne faut absolument pas confiner nos esprits. Absolument pas. Je vais te citer Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, c'était vraiment une femme résistante de première heure pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a dit un jour, je l'entendais dans des entretiens sur France Culture il y a des années, c'est une femme remarquable, et elle a dit cette phrase qui m'est restée: le premier acte de résistance, c'est la liberté de penser. Ne laissons pas nos esprits confinés. Gardons la tête froide, prenons du recul, informons-nous et ne nous faisons pas manipuler, ne rentrons pas dans la stratégie de la peur. Donc, pensez. Mon épilogue, ce sera ça, mon épilogue de cette tragicomédie. Penser, créer, vivre en conscience, reprendre nos responsabilités, affronter la réalité de l'extinction massive des espèces, et changer nos modes de vie, cultiver nos jardins, leur biodiversité, boycotter les big business, dont Big Pharma, entre autres, parce que c'est pas de la médecine. Enfin, je veux dire, réservons les médicaments à leur bon usage. Ne les utilisons pas tout le temps et n'importe comment. Il y a trop de consommation de médoc en France et dans le monde. Là, évidemment, je vais être partisane, je fais de la médecine naturelle, voilà, c'est sûr que je vais pas vendre, je vais vendre entre guillemets ma soupe, mais moi j'ai pas besoin d'avoir des clients, j'en ai suffisamment, attention, et je peux pas prendre plus de tant de personnes par semaine, voilà. Ne plus se rendre complice, ça c'est important, de la cruauté envers les animaux, qu'ils soient sauvages, qu'ils soient d'élevage. Bref, redresser la tête et faire nos choix. Ça, c'est Eckhart Tolle. Faire nos choix, retrouver notre dignité, notre indépendance. Qui suis-je? La seule issue positive possible à cette énième crise structurelle, c'est la résilience. C'est la seule solution.
hein. Et là, je vais te citer une dernière citation, c'est Mark Twain qui a dit: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y a un proverbe chinois qui dit: si le bourdon savait qu'il ne peut pas voler, il ne volerait pas. Voilà, je te dis au revoir et je te remercie. Si tu as écouté l'intégralité de ces conférences, eh bien je te remercie beaucoup. Enfin de ces vidéos, pardon. Je te remercie aussi, non pas de les liker, ça je m'en fous, qu'on n'aime pas. Enfin si, je suis intéressée par ton avis, si tu as quelque chose à me demander, si j'arrive à suivre, je suis pas hyper technique. Mais ce qui m'intéresse éventuellement, c'est que tu fasses suivre, si ça t'a plu, un maximum de gens. Plus nous serons avertis, plus nous serons nombreux à être conscients, je bafouille, hein, avec l'âge je bafouille, plus nous garderons nos esprits libres, plus nous pourrons créer des réseaux, hein, des réseaux où il n'y a pas de chef, des réseaux où il n'y a pas une organisation structurée claire, mais il y a une organisation, on va dire, de zèbres, une organisation d'indigo, une organisation d'une nouvelle ère, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être ensemble, on est d'abord libre dans notre esprit, dans notre cœur, en conscience et tous reliés. Voilà, merci à toi, bonne chance.